L'objectif de cet événement, c'est de comprendre la définition et l'importance de la citation des sources de documentation, de connaître les différents types de sources et les styles de citation les plus courants et d'éviter les erreurs courantes dans la citation. Donc, nous aurons tout ça avec le professeur Jean Gardy. À l'instant, professeur Jean Gardy. Là, maintenant. Est-ce que tu m'entends? Allô? Belensky? Ça marche pas. Ok, d'accord. Je te dis merci, Belensky. Je te salue d'abord. Je te salue. Je te dis merci en même temps pour ton support, ton apport qui pèse assez fort dans le comité exécutif de APU. Je salue tous les membres de la communauté APU. Bon, ils vont venir, parce qu'on vient à peine de partager le lien. Je salue, je dis bonsoir à tous et à toutes. Bon, je vous remercie d'être venus, d'être là. Je vous remercie également pour votre disponibilité. Je vous remercie pour votre intérêt, etc. Et aujourd'hui, comme Belensky vient de l'annoncer, nous allons devoir discuter et réfléchir autour du thème comment citer ces sources de documentation dans le cadre du travail international et universitaire. Bon, c'est un thème riche et assez facile également. Et heureusement pour nous, on a eu l'occasion de voir dans certaines séances précédentes, on a eu l'occasion de voir déjà le travail intellectuel, on a vu également la documentation, on a vu le sujet, la problématique du sujet, parce que tout ça devrait entrer là-dedans. Et si vous voyez citer ces sources, comment citer ces sources de documentation, vous voyez là la documentation comme thème clé, parmi les thèmes clés, et puis vous voyez là le référencement bibliographique national, et puis le travail scientifique. Ce sont ces trois thèmes qu'on pourrait bien sûr développer et décomposer dans le cadre de notre conférence. Mais heureusement, comme je viens de vous le dire, on a eu l'occasion de voir ça dans les séances, à travers les séances disons, précédentes. Voilà pourquoi on va essayer de mettre l'accent surtout sur le référencement bibliographique. Encore là, c'est un thème, le référencement bibliographique est très compliqué déjà. Voilà pourquoi on se propose déjà de voir ça à travers 2 ou 3 séances encore, à travers d'autres éditions qui vont venir. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de voir la citation, d'abord le référencement bibliographique, et ensuite la citation, on va voir le plagiat. Bon, le plagiat, c'est pas compliqué, mais on aura l'occasion de voir plusieurs types deux types de citations, citation directe, citation indirecte. Et puis, bon, notre débat de page, on va jeter l'œil pour certains. Mais ici, vous devez voir déjà pour 60 minutes, c'est déjà beaucoup, parce qu'on ne saurait seulement citer le thème ou bien le mot sans y rester, sans pouvoir le développer, l'analyser, etc. Donc c'est déjà beaucoup parce que le référencement bibliographique, c'est un peu compliqué. C'est tellement compliqué que malheureusement, en Haïti, pas seulement en Haïti, mais partout dans le monde, il y a toujours ce genre de problème dans le cadre des cours de méthodologie. Les étudiants, malgré ce genre de cours, sont toujours sortis avec des faiblesses qui font en sorte que le travail manque de rigueur, le travail final, le travail scientifique de l'étudiant manque de rigueur. Eh bien, c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, nous allons voir le référencement bibliographique. C'est quoi le référencement bibliographique? Le référencement bibliographique, comme le nom l'indique, c'est l'ensemble de sources consultées. C'est l'ensemble de sources qu'on cite, bien sûr. Après les avoir consultées, eh bien, on les cite. On les cite dans le cadre d'un travail intellectuel pour inspirer la confiance, pour inspirer le respect. Si vous voulez inspirer le respect
à votre travail intellectuel, à votre travail scientifique, eh bien, il faudrait bien apprendre ce genre de trucs, ce genre de techniques, de citations, parce qu'elles sont là, ces techniques sont là, c'est grâce auxquelles on réfléchit, c'est grâce auxquelles on publie à longueur de temps, c'est grâce auxquelles on fait à longueur de journée des publications scientifiques dans des revues, etc. Donc, il faut de toute façon, si votre choix c'est l'université, si votre choix c'est le travail scientifique, eh bien, il n'y a pas à sortir de là, c'est apprendre ce genre de choses. Donc, on apprend le référencement ou les références bibliographiques, on apprend les techniques, c'est pour inspirer la rigueur, ce genre de respect dont je parle là, un travail sans rigueur n'inspire pas, confiance n'inspire pas, respect n'est pas pertinent. Donc, eh bien, cela est fourni, cela constitue bien entendu une sorte d'indice en ce qui concerne la rigueur et la pertinence, bien sûr, le respect du travail intellectuel. Mais cela est fourni en note de marge ou en note de fin de document ou en note de bas plus généralement. Aujourd'hui, on parle de note de page plus généralement parce que ça nous permet d'avoir accès rapide à l'information et de voir à la page même, la page contient l'information à laquelle renvoie la note de bas de page, c'est bien, et on a la possibilité de jeter un œil rapide pour voir de quoi il s'agit, pour comprendre la note de ce qui est dit dans la note de bas de page. J'aime bien, je dis plus généralement, on utilise la note de bas de page, mais il y a aussi, je les avais cités, c'est juste pour votre information, il y a aussi une note de marge, il y a note de fin de document, note de marge. Vous voyez ça? Ce sont des notes de marge. Et puis, il y a note de fin de document, comme vous voyez là, par exemple. Note de fin de document, on utilise le système de numérotation. Je m'excuse. On utilise le système de numérotation pour identifier le contenu concerné par rapport à la note. Ce qui est à la note, le bas de page, de page, de fin de notre bas de page. Eh bien, pourquoi on doit nécessairement présenter ou indiquer ces sources? C'est juste pour aider le lecteur, l'examinateur, si c'est dans le cadre d'un travail scientifique, si c'est dans le cadre de la revue, il y a des comités scientifiques qui examinent, donc c'est voilà pourquoi je parle d'examinateur. Dans le cadre de travail universitaire, il y a des professeurs, mais c'est pour permettre aux professeurs, à votre lecteur, à vos lecteurs, à la fois d'identifier et de repérer, de localiser, si vous voulez, le document cité. Le document que vous citez dans votre travail intellectuel, c'est là qu'on parle de rigueur scientifique. Un travail dans lequel il n'y a pas de référence scientifique, il n'y a pas de référence bibliographique, ce n'est pas un travail scientifique. Beaucoup de devoirs à l'université aujourd'hui, surtout dans les premières années universitaires, n'exigent pas vraiment ce genre d'exigence, ce genre de choses, ce genre de trucs, parce que c'est un peu compliqué. Mais à partir de la troisième année universitaire, on exige ça parce que vous entrez d'emblée dans la science. Donc, il faut apporter de la scientificité à votre travail universitaire. Et donc, voilà pourquoi il faut prendre le soin, si vous voulez poser un travail, oui, intellectuel, mais scientifique, eh bien, ayez l'amabilité, ayez l'obéissance, ayez la décence de citer vos sources en indiquant clairement le nom de l'auteur. Bon, on va voir ça ici, dans le cadre de science, parce que je viens de dire que c'est plus compliqué. Cette question de référencement bibliographique, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, comme vous l'entendez. Donc, c'est pour ajouter de la rigueur, de la pertinence à votre travail. Ce matin, j'ai répondu à une question posée par un étudiant, je crois que c'est un étudiant à l'UPNCH.
qui m'avait demandé de parler, qui nous avait demandé de c'est pas quand même belle ici, il y a toujours son certificat. Oui. Donc, l'étudiant nous avait demandé de parler de l'approfondissement, de lui expliquer comment approfondir un sujet, comment étudier un sujet de manière approfondie. C'est en fonction de la recherche. Plus on cherche, plus on approfondit. Parce qu'on va trouver, parce qu'on cherche, on cherche, plus on cherche, plus on va trouver des sources différentes par rapport à ce qu'on avait trouvé avant. Et même pour enrichir la connaissance, pour citer également. Voilà pourquoi on examine également le travail intellectuel, le travail de recherche en fonction de ça, en fonction du volume de documentation, en fonction du volume de documents consultés et citer clairement documents qu'on peut repérer, qu'on peut localiser, qu'on peut identifier, comme je viens de dire, et c'est pourquoi on fait ça. Donc, pour citer ces sources de documentation, il y a des principes à apprendre. Il y a des principes à apprendre. Il faut savoir maîtriser, il faut savoir écouter les règles typographiques du référencement bibliographique. Eh bien, c'est ce qu'on va voir là. Donc, pour ne pas être soupçonné de plagiat, pour ne pas être soupçonné, pour ne pas se rendre coupable de vol intellectuel, eh bien, il est important de savoir comment citer ces sources. Ça, c'est ce qu'on va voir là. C'est ce qu'on va commencer, disons, parce que c'est un peu compliqué. Je me mesure de méthodologie à l'université. Je sais bien de quoi je parle. C'est très vaste. Ce n'est pas simple du tout. Eh bien, puisque chaque salle on est ensemble, on va voir rapidement de quoi il s'agit. Maintenant, on va voir aujourd'hui la citation. La citation, bon, si on aura le temps, on peut toujours voir le bas de page, mais d'abord la citation, grâce à laquelle on peut toujours jeter un œil sur les notes de bas de page. C'est très important parce qu'on se le citer sans produire des notes ou des images ou des fins de documents ou bien de bas de page. Maintenant, la citation. Avant même de voir la citation, qu'est-ce que plagiat? Le plagiat, c'est un vol intellectuel. Avant de parler de la citation, parce que c'est douloureux. Lorsqu'on est en face d'un intellectuel qui vole, un voleur intellectuel, qui se dit intellectuel, et puis il vole, il triche. Le plagiat, c'est un vol intellectuel, c'est une fraude. C'est une imitation directe ou indirecte. Direct, c'est lorsqu'on prend pour sien l'extrait tel qu'il est. L'extrait, comme l'auteur l'écrit pour importer dans son travail intellectuel. C'est un vol. C'est direct. Mais indirect, c'est lorsqu'on pastiche, bien sûr. On reformule, l'idée n'est pas faute. Et puis, qu'est-ce que vous faites pour reformuler l'idée et pour l'introduire dans votre texte en prenant pour faute l'idée de l'auteur? C'est un vol. C'est un vol, c'est un acte de mauvaise foi et mise en œuvre pour tirer profit et grâce à la tromperie. On essaie de tromper et puis on parle de vous, donc vous trichez. Vous êtes un voleur. Le bien n'est pas seulement matériel, le bien est aussi intellectuel. Le bien est aussi intellectuel. Et bien, le travail intellectuel volé, c'est un bien que vous volez là. À l'université, non, partout dans le monde, c'est passible de graves sanctions. À l'université, ça va de la note 0, jusqu'à l'expulsion définitive de l'étudiant voleur. Voleur parce qu'il vole là quelque chose qui n'est pas sien. Donc on expulse, on annule des thèses, on annule des mémoires de master, des mémoires de licence pour vol intellectuel. Donc, lorsque vous trichez comme ça, vous n'êtes pas intellectuel, vous êtes voleur, vous volez quelque chose qui n'est pas votre, vous tirez profit, vous en tirez profit en attendant
qu'on vous scandalise, parce qu'on va scandaliser. Il y a des applications disponibles pour ça. Notre ingénieur de l'inscrit, le centre, il y a des applications à partir desquelles, il y a des logiciels à partir desquels on peut vérifier le vol intellectuel du plagiat. Donc, on devait quand même voir le plagiat pour mieux accorder l'importance de la citation à la façon de citer ce source. C'est très, 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 très important. Et cette séance, c'est pourquoi on a mis tout en œuvre que cette séance soit une réussite. Parce que je trouve que ce genre de choses ne se disent pas. Je viens de parler, je viens de voir un peu le boulot, je viens de jeter un œil sur le plagiat. Maintenant, c'est quoi la citation? La citation, c'est la reproduction d'un extrait tel que la reproduction. C'est le fait de reprendre ce que l'auteur a dit. C'est le fait de reprendre, ou bien directement, ou bien indirectement, ce que l'auteur a dit, a déjà dit. Directement, on va voir ça. Indirectement, on va voir ça. Et bien, je reprends. La citation, c'est la reprise, c'est la reformulation. Bon, reformulation, c'est dans le cadre de la citation indirecte. Lorsque c'est direct, on ne reformule pas. On peut parler de reprise, on reprend. Voilà pourquoi le mot convient mieux pour nous parler de ces deux types de citation, la reprise, la reprise. Mais c'est le fait de reprendre un extrait d'une source de notre auteur. Ou bien suppléer à son travail intellectuel, ou bien pour critiquer, pour se servir de ça dans le cadre de son travail intellectuel, pour s'en servir dans le cadre de son travail intellectuel. C'est ça une citation, d'où il y a deux types de citations, à savoir la citation directe et la citation indirecte. Mais la citation indirecte, c'est un peu simple, tellement simple qu'on va commencer avec. D'abord, la citation indirecte, comme je viens de l'annoncer là, c'est le fait de reformuler. C'est une reformulation de ce que l'auteur a déjà dit. Par exemple, si je dis la recherche scientifique, c'est un ensemble de processus, c'est un ensemble de démarches mises en œuvre pour découvrir la connaissance. Ça, c'est ce que je dis. Eh bien, vous voulez citer un auteur d'une autre œuvre dans le cadre d'un travail intellectuel, dans le cadre d'un travail scientifique, l'auteur qui vous voudrait citer indirectement ce que je dis là, doit le reformuler en gardant l'idée de ce que je dis là. Je laisse la citation indirecte pour après, et la citation directe pour après, parce que ça c'est plus simple. On fait ça avant. Donc, l'auteur doit se mettre en devoir de reformuler en gardant l'idée, l'esprit de ma phrase. Par exemple, je viens de dire la recherche scientifique, c'est un ensemble de démarches, de s'enlève pour parvenir à la connaissance scientifique. Ça, c'est ma phrase. Eh bien, dans l'inscrit, par exemple, il y a quiconque peut reprendre de manière indirecte cette phrase doit garder, bien sûr, l'esprit. En disant, par exemple, la recherche selon Gordy, il faut citer selon Gordy, et puis vous allez voir l'appel de notes. L'appel de notes qui conduit le lecteur à la note de bas de page. Tout à l'heure, on va voir ça. Donc, selon Gordy, suivi de l'appel de note, d'un appel de note, la recherche scientifique, c'est un ensemble de processus. Tout à l'heure, ma phrase, c'est un ensemble de démarches. Pourtant, en reprenant cette phrase, en reformulant cette phrase, on peut dire processus. On peut dire travail. C'est un ensemble de travaux. C'est un ensemble de marches à suivre.
C'est un ensemble d'efforts mis en œuvre pour bien conduire sa pensée et chercher la vérité dans les sciences. Bon, pour reprendre bien sûr les propos de Descartes au 7e siècle. Descartes, mais on n'est pas encore là. Donc voilà, c'était un exemple de citation indirecte. Citation indirecte qui reproduit, oui, l'idée, la même idée citée, mais à partir d'autres formulations. On voit l'idée de la recherche scientifique, l'idée de produire la connaissance, de la découverte de la connaissance, ou l'idée de parvenir à la connaissance. On voit tout ça, mais à partir d'autres formulations. Ça, c'était la citation indirecte. Et la citation directe? La citation directe, c'est la reproduction, comme c'est appelé, la reprise. La reprise de ce que l'auteur a dit, la reprise exacte, bien sûr, j'ajoute ça. La reprise exacte de ce qu'un auteur a dit, ou si vous voulez, la reprise d'un extrait d'une œuvre de notre auteur. La reprise d'un mot, la reprise d'un passage d'une œuvre orale ou écrite de notre auteur. La reprise de ce que l'auteur a déjà dit. La reprise d'un extrait, la reprise de passage de ce que notre auteur a déjà dit. La reprise exacte. Je suis dans la citation directe, la reprise exacte. Mais pour indiquer qu'il s'agit là, parce que le lecteur n'est pas dans votre tête, et il est rare de savoir rapidement qu'il s'agit là d'une citation directe si vous n'indiquez pas ça. Eh bien, pour indiquer qu'il s'agit là d'une citation directe, il faut utiliser des guillemets. Des guillemets. Bon. Par exemple, il faut utiliser des guillemets. Je ne sais pas si vous allez voir rapidement, mais malheureusement, je ne maîtrise pas encore cette application Telegram. Je ne peux pas projeter, je ne peux pas faire des projections, mais vous pouvez comprendre tout simplement. Par exemple, pour la plupart des rapports et discours, la plupart des rapports et discours prétendent fournir une interprétation de la révolution haïtienne, c'est entre guillemets. La plupart des rapports et discours prétendent fournir des interprétations de la révolution haïtienne, entre guillemets. Et regardez le texte barré à l'intérieur. À l'intérieur, bien sûr, de le texte barré avec des guillemets. L'auteur de ce texte, qu'est-ce qu'il indique là? L'auteur de ce texte indique que oui, le texte principal est sien, mais le texte, entre guillemets, n'est pas son texte. C'est un texte puisé dans un autre document de notre auteur. Eh bien, vous remarquez que la citation est suivie avant la fermeture des guillemets, avant toute ponctuation. Eh bien, la citation est suivie d'un numéro dans le code, dans la numérotation, dans le système de numérotation. Aujourd'hui, on utilise le système de numérotation, mais avant, on utilisait l'astérisque. L'astérisque pour identifier, pour envoyer le passage concerné à la note de bas de page relative. C'est ce qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, on utilise, pour constater là, vous le voir, 96. Dans la citation que je viens de faire là, vous le voir 96. Eh bien, 96, à la note de bas de page, on va en parler tout à l'heure, à la note de bas de page, vous cherchez 96, et puis vous allez avoir l'information correspondante. C'est ça, d'abord, bon, c'est le début de la citation directe. On va voir, parce que c'est un peu compliqué, je viens de vous dire ça, c'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, chaque samedi, on sera là. Même avec quelques membres, peut-être intéressés, parce que je sais de quoi je parle, on sait de quoi on parle. Ce genre de choses ne sont pas faciles à trouver. Ce genre de choses sont là. Toutes les bonnes choses sont aussi difficiles à trouver. Voilà pourquoi on ne présente pas ça à n'importe qui. On présente ça à des étudiants, des chercheurs, etc. Donc voilà.
Donc, ça, c'est le début de la notion, le début de la notion sur la citation directe. La citation directe qui se trouve d'abord, qui est indiquée entre guillemets, mais c'est lorsque ça ne dépasse pas 3 lignes. Vous voyez, vous le constatez pas que ça ne dépasse pas 3 lignes. Vous voyez, ça ne dépasse pas 3 lignes. Ça ne dépasse pas 3 lignes, eh bien, on peut l'insérer. Bon, d'autres auteurs parlent de 4 lignes, mais plus généralement, 3 lignes. À partir de 3 lignes, il y a une autre technique, il y a une autre manière d'identifier, disons, votre texte, votre citation, d'identifier que ce contenu ne vous appartient pas. Mais j'ai oublié de vous dire que il ne faut pas seulement, bon, ça c'est tout à l'heure, donc on va continuer. Donc, au-delà de 3 lignes ou de 4 lignes, d'autres auteurs, il y a François Siliaou et Simonet qui parlent de 3 lignes, et puis d'autres auteurs parlent, bon, plus généralement on parle de 3 lignes. Au-delà de 3 lignes, il faut mettre ça en retrait. La touche retrait, c'est le clavier de votre laptop. Et bien chercher la touche retrait, ça c'est à gauche. C'est à gauche. Il y a 2 flèches avec arrêt. Bien sûr, surtout sur le bouton, c'est facile à identifier. Et puis le bouton, il y a aussi tab qui s'écrit sur le bouton. Le bouton se trouve à gauche. Eh bien, vous sélectionnez au-delà de 3 lignes. Vous sélectionnez le texte. Et puis vous le mettez, sans guillemets bien sûr, vous le mettez en arrêt. Il y a ici une marge de 1,25 cm à gauche bien sûr pour déjà indiquer que ça, ce n'est pas votre contenu, mais c'est le contenu de notre auteur. C'est le contenu de notre auteur que vous empruntez là pour illustrer. Vous empruntez là pour suppléer, pour étayer votre thèse, pour étayer, pour critiquer, pour analyser, pour examiner. C'est ce que vous faites là. Ça, c'est pour... Bon, on entame là rapidement la citation. C'est pas la citation, c'est la citation directe au-delà, bien sûr, de 3 lignes, de 4 lignes. 4 lignes, on peut regarder ça dans le corps du texte, de l'insérer dans le corps du texte. 3 lignes, 4 lignes, puisque c'est un débat. Jusqu'à 4 lignes, on peut l'insérer, on peut laisser ça dans le corps du texte principal. Le corps du texte principal, c'est le corps du texte que vous écrivez. C'est le corps de votre travail de recherche. C'est le corps de votre travail scientifique. C'est le corps de votre travail universitaire. Eh bien, vous insérez ça directement dans le corps sans avoir besoin de l'écriture et la direction. Alors que, au-delà de 3 ou de 4 lignes, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça en retrait, comme vous allez dire tout à l'heure. Vous mettez ça en retrait en diminuant, ou si vous voulez, dans un corps de texte, dans une dimension, si vous voulez, inférieure par rapport à celle du texte principal. Le texte principal, c'est le texte que vous écrivez, le travail que vous faites, votre réflexion, dans laquelle vous voulez citer texte qui dépasse 4 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Eh bien, puisque ça dépasse 4 lignes, vous mettez bien sûr cet extrait, mais plus en guillemets, mais plutôt à partir de 5 lignes, on met ça à partir de 5 lignes, bien sûr, on met ça en retrait. On met ça en retrait dans une dimension inférieure. Ça peut être 11 points ou 10 points. Le texte, le corps du texte, généralement est recommandé dans une dimension de 12 points. Times New Roman, Times New Roman, et puis 12 points. C'est la règle générale pour le texte principal. Mais pour indiquer qu'il s'agit là d'un texte, d'une citation, eh bien on réduit la dimension, on porte ça, on indique ça. On porte ça non seulement en retrait, mais on indique en réduisant bien sûr la dimension du texte pour indiquer que ça, ce n'est pas mien. C'est pour un autre auteur. Et quel est cet autre auteur? Eh bien, regardez l'appel de notes.
le symbole d'alerte. On appelle ça aussi symbole d'alerte. Le symbole, le numéro, le petit numéro qui se trouve tout de suite après le passage cité, la dimension réduite où le texte dépassant 4 lignes, dépassant 3 lignes. Donc, dépassant 3 lignes, c'est pour des auteurs dépassant 4 lignes, c'est pour d'autres. Bien, on peut toujours, pour résoudre ce problème, on peut toujours insérer jusqu'à 4 lignes la citation dans le corps du texte, avec des guillemets dessus, et puis suivi, bon, avant même de faire les guillemets, on fait suivre l'extrait d'un numéro dans le corps de la numérotation, du système de numérotation choisi. 1, 2, 3, 4, 1 dans le texte concerné, et puis en bas de page 1 également pour la note correspondante. La note relative, la note qui renvoie à ce passage que vous notez là. Donc, en retrait, dans une dimension inférieure par rapport au texte principal, c'est pour les citations dépassant 4 lignes, dépassant 3 lignes. Eh bien, il y a ce qu'on appelle également, bon, je vais vous rappeler qu'il ne faut pas confondre une citation en retrait avec un paragraphe. Un paragraphe, c'est un groupe de phrases bien ajusté, bien organisé, bien structuré, suivi et précédé, ou bien précédé et suivi d'un blanc. Oui, le texte cité, la citation est précédée, suivi également d'un blanc, mais la dimension réduite indique déjà là, c'est pas le corps du texte qui parle, mais plutôt une citation. C'est une citation qui parle parce que c'est différent. La dimension est différente. Et puis ensuite, le texte est en retrait. Donc, une fois en retrait, il indique que ce n'est pas le corps du texte principal qui est là, c'est la citation. C'est une contribution, on analyse là. Voilà. Maintenant, il y a l'intervention dessus. Il y a l'intervention de l'auteur du texte principal. Donc, lorsque je parle du texte principal, il ne faut pas confondre avec l'auteur de la source du texte. Je m'excuse. Oui, il ne faut pas confondre ça avec l'auteur de la source. Il y a deux types d'auteurs. Il ne faut pas confondre dans le cadre de la notion sur la citation. Le premier type, le premier auteur, c'est l'auteur de, bon, d'abord, l'auteur de la citation. Si je fais une citation, c'est en fonction de document source avec un auteur. Eh bien, je suis l'auteur de cette citation, je suis l'auteur de ce texte principal, parce que par rapport à la citation, le texte que j'écris constitue le texte principal. Ça constitue le texte principal. Vous voyez, par rapport, je reviens à la citation, le texte que j'écris, que je rédige, constitue le texte principal. La citation est secondaire, alors que c'est la citation qui est originale dans le cadre de cette citation. La citation est originale en ce sens que c'est tiré d'une source originale. La source est originale, mais le texte que je rédige, c'est le texte principal. Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il y a l'intervention qui se fait, il y a des interventions, il faut noter ça, des interventions qui se font dans la citation aussi. Dans la citation, ça peut être 3 lignes, 4 lignes, mais ça peut même dépasser 4 lignes lorsque c'est en retrait. Lorsque c'est en retrait, on peut intervenir. Mais ces interventions sont au nombre de 3. Je vous reprends. 3 types d'interventions sont requis. Types d'interventions sont requis dans le cadre de la citation. Si on veut intervenir et modifier ou ajouter, vous voyez, couper, modifier ou ajouter, c'est possible. Mais il y a des techniques pour le faire. Pour que le lecteur avisé, bon, pas besoin de parler de l'examinateur, est avisé. Le lecteur, il y a tout type de lecteurs. Il y a des lecteurs avisés, il y en a d'autres. Mais je parle